seraient nombreux a priori. Bonjour. On a un micro par contre. Comme vous voulez, je dis ça. Comme... Ah, si. Ah oui, parce que moi. Oui, bonjour, bonjour à tous. Je vous propose qu'on commence, qu'on a pris un peu de retard avec le forum précédent qui suscitait beaucoup de questions. Donc, bienvenue à ce forum intitulé Les délits du... Les délits. Quel lapsus. Quel lapsus. Ça commence mal. Les défis, et ça commence mal pour moi, pas pour vous, hein, je vous rassure. Les défis du maire employeur, outils et partenaires. J'ai essayé d'oublier ce lapsus. Et l'intitulé est clair. C'est vrai qu'on a voulu cette année mettre particulièrement l'accent sur des choses assez concrètes, des retours d'expérience. Donc ça sera vraiment la composition de ce forum. Ce forum, on va, comme on en avait parlé l'an dernier, comme il y a aussi il y a 2 ans ou 3 ans, on va beaucoup parler effectivement des problèmes d'attractivité. Mais au-delà du constat, comme je vous disais, l'idée c'est de voir ce qu'on peut faire quand même dans les collectivités, dans les communes. Et donc, ça sera l'objet de la première table ronde. Avec des expériences différentes, mais des points communs. Je ne vous en dis pas plus. Et la deuxième table ronde sur les partenaires. Il y en a plusieurs, mais c'est vrai qu'on va mettre le focus particulièrement sur les centres de gestion, selon cette jolie formule qui n'est pas de moi, le CDG, le DRH de ceux qui n'en ont pas. Donc très important pour effectivement les petites communes. Donc ça sera dans la seconde table ronde. Et en fin de ce forum, nous aurons une signature de la charte ATSEM. Donc c'est un travail de nombreuses années qui aboutit. Ça, c'est une bonne nouvelle. On doit le faire au début, on va le faire à la fin. Et nous aurons le ministre de la Transformation de la fonction publique, Stanislas Guerini, qui sera là pour conclure ce forum et également pour... on l'attend. Et pour signer cette charte. Donc, pour ne pas perdre de temps, je vous propose qu'on commence tout de suite cette première table ronde intitulée « Quelles solutions face aux difficultés pour piloter et adapter sa politique RH ?» Donc, avec... j'ai oublié de dire une chose très importante. Ce forum est présidé par Muriel Fabre, maire de Lampertheim, qui est secrétaire générale de l'AMF et également coprésidente de la commission FPT, fonction publique territoriale, après je dirais toujours FPT, ce sera plus simple, et ressources humaines, RH, de l'AMF, donc qui sera présente aussi sur les 2 tables rondes. Donc sur cette première table ronde, je vous indique les 4 intervenants, dont Muriel Fabre. Tout d'abord, Cédric Axer, vous êtes maire de Thaon-les-Vosges, Taon-les-Vosges, Taon. J'avais une chance sur 2 de me tromper. Évidemment, je me suis trompé. Donc, comme son nom l'indique, dans les Vosges. Donc, Taon-les-Vosges, c'est une commune nouvelle de 8600 habitants, 100 agents, je précise ça. Et là, on sera typiquement dans le retour d'expérience. Et le point commun entre les 3 retours d'expérience dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment tout ce travail sur le sens, l'importance du sens du sens au travail pour les agences, le sens de l'action publique. Et au-delà de ce sens, dans la mesure du possible, si ça peut se traduire sur un regain d'attractivité, c'est pas plus mal. Et on peut voir qu'effectivement, on a des exemples où ça peut fonctionner. Ça reste compliqué, évidemment, mais ça peut fonctionner. Second intervenant, Thomas Fromentin, qui est là. Vous êtes président de l'agglomération, communauté d'agglomération Foix-Varil, dans l'Ariège. Donc une communauté d'agglomération rurale, comme vous disiez. Je crois que c'est 200 agents. Et on verra aussi votre démarche également sur le sens. Et quatrième intervenante, Patricia Brémond, maire de Margevols, dans la Lozère. Alors, pour ne pas te dire de bêtises sur le nombre d'habitants, près de 5000 habitants. Et vous êtes également président de la communauté de communes du Gévaudan. Et c'est vrai que votre expérience est intéressante parce que vous êtes maire de Margevols depuis 2020. Et avant, pendant
près d'une vingtaine d'années, vous avez été maire d'une commune rurale, 270 habitants. Je prends un risque en disant le nombre d'habitants. Donc, cette expérience croisée est intéressante. Et vous direz justement en termes RH les grosses différences, mais les points communs aussi. Donc, je donne tout de suite la parole à Muriel Fabre pour peut-être introduire cette table ronde. Merci beaucoup. Je voudrais déjà saluer Monsieur le Président du CNFPT, cher François, merci d'être présent avec nous. Bien évidemment, saluer nos intervenants, mesdames et messieurs les maires, présidents d'intercommunalité, et vous aussi, qui êtes le président de l'IRCANTEC aussi, cher Christophe. Merci, mesdames et messieurs, d'être présents sur ce temps important, effectivement, au cœur des défis de la fonction publique territoriale. Je salue, bien évidemment, parce que je sais que vous venez de différents départements de France, mais il y a aussi souvent présents nos amis d'outre-mer. Donc, je voudrais vous saluer, parce que je sais que ces questions RH vous préoccupent particulièrement. Donc, comme nous l'a dit notre présentateur, effectivement, aujourd'hui, il faut savoir redonner du sens à notre fonction publique territoriale parce qu'elle manque cruellement d'attractivité. La fonction publique territoriale, c'est quoi? C'est 34 000 employeurs, 1,3 million d'agents, donc on n'est pas très loin de la fonction publique d'État. Et Dieu sait qu'on nous oublie trop souvent, malheureusement, dans les réformes. Et puis, c'est surtout 240 métiers, dont des métiers qui n'existent évidemment que dans la fonction publique territoriale. J'ai évidemment en pensée les secrétaires de mairie. Vous savez que c'est un sujet que j'ai à cœur. Et pour donner du sens, eh bien, je pense qu'il faut qu'on le remplace aujourd'hui de manière beaucoup plus active, l'humain au cœur de notre politique publique en matière de ressources humaines. Et je vous sais très nombreux aujourd'hui à prendre cette question-là avec toute la force et toute la conviction. Mais ce qui nous fait cruellement défaut aujourd'hui, c'est le manque de moyens. Parce que quand on parle d'attractivité, on parle de métier en tension. Et c'est quoi un métier en tension? C'est un manque de valorisation, c'est un manque de visibilité. Et puis c'est le sentiment pour l'agent, finalement, comme nous les maires, de se sentir un petit peu démunis dans l'ensemble des missions qu'il exerce au quotidien. Et on a beaucoup d'espoir et on attend le ministre avec impatience, justement. On a beaucoup d'espoir sur la future réforme qui doit aujourd'hui concerner la fonction publique territoriale, cette fameuse réforme que l'on dit APR, vous savez qu'on adore les acronymes dans nos politiques publiques, accès, parcours, rémunération. Nous avons fait avec l'Association des maires de France et en partenariat avec France Urbaine une contribution en la matière avec une trentaine de propositions. Qu'est-ce que nous souhaitons aujourd'hui? Je pense que c'est assez simple finalement. On souhaite effectivement que le parcours professionnel soit enfin un élément probant pour nos agents, qu'ils aient une carrière définie, prédéfinie, qu'ils aient accès à de la formation bien évidemment, mais qu'ils aient aussi accès à des possibilités d'avancement pour pouvoir progresser dans leur carrière. Mais avant de progresser dans leur carrière, il faut qu'ils puissent accéder à la fonction publique territoriale. Et on sait qu'aujourd'hui, on a une concurrence forte entre concours et donc accès statutaire et contractuel. Il va falloir travailler sur cette question. Parce que l'objectif n'est bien évidemment pas de passer uniquement en contractuel, parce qu'on aurait quelques légitimes pensées d'avoir une velléité gouvernementale en la matière, mais de permettre effectivement un statut qui soit assoupli, qui soit finalement simplifié, un petit peu décortiqué de tout ce qui aujourd'hui nous pèse en contrainte. Et pour ceux qui étaient présents l'année dernière, souvenez-vous de la remarque et la réflexion que nous avait fait Anicet Le Pors là-dessus, sur le fait que le statut devait être effectivement dépoussiéré. Donc il faut un concours plus adapté, évidemment, et aussi un recours au contractuel qui doit être complémentaire de cet accès statutaire. C'est aujourd'hui indispensable. Et puis comment ne pas parler de la rémunération? Arrêtons d'avoir des patchs, arrêtons d'avoir des primes mises de temps à autre de manière complètement descendante, parce que je vous rappelle, effectivement, la question du pouvoir d'achat, on s'en saisit, mais l'annonce par Monsieur le ministre de cette prime de pouvoir d'achat de manière unilatérale, comme d'ailleurs l'annonce de l'augmentation du taux d'indice, ne peut pas se faire aujourd'hui au détriment de nos budgets locaux et au détriment de la volonté que nous voulons mettre en place aujourd'hui dans le cadre d'une politique publique pertinente. Parce que bien évidemment, la question de la rémunération, on le sait, elle est au cœur de cet enjeu d'attractivité et on veut s'en saisir. Mais on veut s'en saisir de manière autonome
et de manière responsable. C'est pour ça qu'il nous faut un véritable agenda social pour enfin pouvoir discuter d'une rémunération avec un traitement indiciaire qui soit adapté à nos agents et un régime indemnitaire qui ne nous serve pas, nous, de levier pour maintenir nos agents en fonction. Donc je ne veux pas être très longue, parce que je vais laisser surtout la parole à nos grands témoins. C'est eux qui vont vous apporter aujourd'hui des éléments de retour d'expérience positifs, parce que nous, on sait, maires et élus locaux, on sait avancer, on sait agir, comme l'Association des maires de France. Simplement vous rassurer, l'Association des maires de France reste présente, elle continuera à s'engager aussi sur la question des RH et la fonction publique territoriale. Et surtout, n'hésitez pas, je vous le rappelle, ces tables rondes, ce ne sont pas des éléments descendants, mais bien des allers-retours. On a besoin de votre retour d'expérience, on a besoin de vos questions, et on essayera bien évidemment d'y répondre de la manière la plus exhaustive. Merci à tous. Merci Muriel Fabre. Comme vous dites, effectivement, on va essayer de donner le maximum de paroles à vous durant ce forum. Et donc, après les témoignages, les expériences qui vont être relatées, on vous donnera justement la parole. Donc, Cédric Excès, on commence par vous, maire de Thaon-les-Vosges. Comme une nouvelle, comme je disais tout à l'heure, 8600 habitants. Maire, oui, avec un micro, c'est plus facile pour répondre. Ou vous pouvez rester comme vous voulez, comme vous êtes le mieux. Et vous êtes élu depuis 2020. Et c'est vrai qu'en arrivant, vous avez vu qu'il y avait quand même un problème sur l'ambiance dans votre collectivité, comme je disais tout à l'heure, sans agents. Donc, une des premières choses que vous avez faites, c'est de lancer un diagnostic sur justement l'état des, je sais pas comment dire ça, des relations sociales dans la collectivité. Et après, au-delà de cette étape, c'est la mise en place d'un label qui s'appelle Human et assez intéressant avec déjà aujourd'hui des premiers résultats. Je vous laisse peut-être un peu dérouler, déjà de commencer par le commencement. On va planter le décor, oui, merci et merci à l'AMF pour son invitation. On est très heureux de pouvoir témoigner de l'initiative qu'on a pu prendre. Au début du mandat, on a fait comme beaucoup de maires, j'ai fait comme beaucoup de maires, j'ai restructuré les services. J'ai comme dans un certain nombre de situations découvert eh bien, globalement qu'on avait une organisation des services qui n'était pas alignée avec la politique que nous voulions mettre en place. Et donc on a fait pas mal de dégâts pour reconfigurer une administration en phase avec ce qu'on voulait mettre en place. Je pense qu'on est nombreux à le vivre. Simplement, c'est qu'à un moment donné, on a fait un diagnostic qui a déterminé un certain nombre de choses, un diagnostic externe, parce que je voulais j'avais mon point de vue, mais je voulais savoir quand même ce qu'un expert en la matière pouvait penser de notre organisation. Et évidemment, un certain nombre de choses ont pu être confirmées. Notamment le fait que même, alors c'est une petite ville à 8500 habitants, 100 agents, c'est quand même pas énorme, mais néanmoins, on avait déjà pu voir qu'entre la hiérarchie et les agents de terrain, il y avait le sentiment d'un fossé. Mais d'un fossé énorme, comme on peut avoir parfois tendance à le penser avec le gouvernement, par exemple. On le pensait à Thaon-les-Vosges, on pensait qu'il y avait énormément de distance, que globalement, entre la décision du maire et l'action de terrain, il y avait vraiment une très très grande perte en ligne. Et bien sûr, ça confirmait d'autres difficultés que nous avions. Donc en dehors bien sûr, de revoir l'organigramme, de revoir l'organisation de nos services, qui est quelque chose d'assez basique et qu'on fait tous, on a souhaité globalement essayer d'apporter un peu plus de sens au travail de chacun dans notre collectivité. Et on a eu une opportunité en réalité, puisque dans les Vosges, mais ils travaillent avec des entreprises dans toute la France et dans toute l'Europe. On a un investisseur, un entrepreneur vosgien qui a lancé un label Human. Alors j'étais un peu dubitatif au départ. On labellise tout un tas de choses, mais on labellisait l'humanisation du travail dans les collectivités. Au départ, j'étais quand même un petit peu sceptique. Et on s'est lancé dans cette initiative. Il avait déjà travaillé avec des collectivités? Alors on est la première mairie, mais il avait des références dans des grandes entreprises, des références sur le plus grand bailleur social des Vosges, qui s'appelle Vosgelis. Et globalement, parce que grâce aux relations qu'on a avec le bailleur social, des échanges, des discussions. Et puis, ça m'a semblé assez intéressant de commencer à comprendre quelle était cette démarche. Et ce label Human a tout de suite convaincu les élus et les agents de la collectivité. Parce qu'ils participaient en plus dans la construction, sur votre commune. C'est-à-dire qu'ils étaient associés dès le départ.
parce que c'est donc un label avec un audit fait par KPMG, donc c'est sérieux, hein, c'est pas un truc comme ça cosmétique. Hein. Mais il y a 10 engagements à prendre. Mais au départ, cette démarche nous permet, sur la première phase de labellisation, pour 2 ans, d'en choisir 5. Mais évidemment, moi, je ne me voyais pas choisir, moi, tout seul, dans mon bureau, les 5 principes d'humanisation au travail dans la ville de Thaon-les-Vosges. Et il me semblait plus intéressant d'associer les agents. Donc, on a fait un questionnement, hein, et on a 90% des agents qui ont répondu, qui témoignaient sans doute d'un intérêt à cette initiative. Et ce sont donc les agents de la commune qui ont décidé des 5 piliers, des 5 principes d'action qu'on allait mettre en place. Donc, le label, vous l'avez obtenu quoi, en 2021 ? 2022. 2022, d'accord. J'imagine que c'est trop tôt, mais en même temps, vous avez déjà quand même des premiers résultats. Il faut attendre un peu. Oui, je précise que ce label est renouvelé tous les 2 ans. Renouvelé. Il y a un réexamen tous les 2 ans. Oui. Ça contribue à sa crédibilité. Sur les résultats, justement, on parlait de sens au travail. Est-ce que justement vous pouvez le mesurer concrètement et même en termes d'attractivité ? Moi, il y a ce que je perçois et puis il y a ce qui est vérifié effectivement sur le terrain. Dans les 5 principes, il y avait notamment le principe le maire connaît ses équipes. C'était pas facile ça quand même au départ. Je suis allé régulièrement faire le boulot avec les agents sur place et je peux dire que depuis, je sens une autre relation de travail et une autre relation de confiance avec les agents. Et vos adjoints aussi ? Et les adjoints, évidemment, parce qu'il faut quand même, ça n'appartient pas qu'au maire, hein, effectivement. Les adjoints au maire peuvent aussi aller faire des immersions avec les équipes. Et donc, au-delà de mieux connaître leur boulot, il y a la capacité, surtout, d'être en mesure de passer du temps ensemble et de mieux se connaître et de recréer le lien qui bien souvent manque dans nos administrations avec les élus. Donc ça, c'était un élément. Et puis évidemment, dans la manière de recruter, dans la manière de nous ouvrir aux autres, nos agents ont dit on veut continuer à s'ouvrir, par exemple, aux personnes sans qualification. Parce qu'on est un territoire industriel qui a beaucoup souffert et la ville a historiquement beaucoup recruté des gens qui n'avaient pas de diplôme, qui ne venaient pas du tout de la fonction publique territoriale. Et ça, c'est quelque chose qui est dans l'ADN de la commune. Et donc, les agents souhaitent qu'on puisse encore recruter des gens sans diplôme, mais qu'on les accompagne pour qu'ils aient effectivement, et Muriel Fabre le disait à l'instant, une logique de parcours, une visibilité. Eh bien, nous recrutons effectivement encore des personnes qui n'ont absolument aucun diplôme et effectivement, on les accompagne. Et clairement, hein, c'est extrêmement perceptible parce qu'on a lancé ça à un moment où, quand on lançait des offres d'emploi, si on avait 2, 3, 4 candidatures, et puis bien souvent, en termes de compétences et de volonté, c'était quand même très éloigné de ce qu'on attendait. Eh bien, depuis, je pense que tout ça a fait un peu... il y a eu du bouche à oreille et chemin faisant, on a pu s'apercevoir que encore les temps derniers, on a plutôt 20, 25, 30 candidatures sur les postes qu'on ouvre. Donc il y a une vraie chaîne vertueuse parce que quand vous avez le choix, c'est quand même un peu mieux. Et globalement, vous avez des profils qui sont souvent plus en adéquation avec ce que vous recherchez. Et cela amène une meilleure ambiance, une meilleure compétence et globalement, in fine, une chaîne de valeur qui est quand même extrêmement vertueuse. Donc c'est en soi une expérience qu'on vraiment réemprunterait sans aucun problème. Donc intéressant en termes d'attractivité, comme vous le disiez. J'imagine, vous avez le label, c'est bien, mais après, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il faut continuer aussi au quotidien aussi, d'avoir ce travail par rapport aux agents. Oui, mais ce qui est bien, c'est que tous les 2 ans, de toute façon, il y a un audit. L'audit de KPMG est réédité tous les 2 ans. Donc si on ne fait rien, au bout de 2 ans, on perd le label. Et par contre, globalement, ce qui est aussi intéressant avec cet accompagnement, c'est que pendant les 2 ans, on a un programme d'action qui est déterminé avec l'accompagnement de Human, bien sûr, mais aussi par la mise en place d'un groupe d'ambassadeurs au sein de la commune. Quelques agents et quelques adjoints avec le maire. On se voit régulièrement pour faire le point sur la démarche et puis planifier les choses que nous avions décidé de mettre en place. Donc c'est extrêmement engageant et je dirais, Monsieur le ministre, bonjour, et puis j'insiste sur le fait que globalement c'est rentré dans l'ADN de la mairie. C'est rentré dans l'ADN de la mairie. C'est-à-dire qu'il y a le comité technique, on a toutes nos étapes, on a nos instances régulières, mais on a aussi le label Human qui est devenu un des éléments récurrents
de notre politique RH dans la ville de Thaon. Merci pour votre témoignage. C'est vrai que votre initiative est vraiment intéressante. Je pense que dans un second temps, on aura des questions. Merci à vous. Merci. J'en profite pour saluer l'arrivée de Stanislas Guerini, donc ministre de la Transformation et de la Fonction publique, et également Philippe Laurent, président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, et beaucoup d'autres fonctions, mais il est surtout là à ce titre aujourd'hui. Donc, second retour d'expérience, Thomas Fromentin, est-ce que vous avez le micro? Parce que c'est devenu une denrée rare. Donc, comme je disais, président de l'agglo Foix Varilhes, donc vous, l'initiative 200 agents, je disais sur l'agglo, vous avez mis en place deux outils de relations sociales, donc différents de ce qu'on vient d'entendre, mais avec, si je puis dire, une même finalité sur tout ce travail sur le sens. Donc tout d'abord, une série, vraiment au début du mandat, une série de groupes de travail que vous avez mis en place, groupes de travail en associant les agents sur des questions RH, mais pas uniquement, parce que toutes les politiques publiques, par essence, les concernent, ils les mettent en place. Et donc, je vous laisse peut-être expliquer ce premier volet et second outil de relations sociales, on va dire plus traditionnel avec les organisations syndicales, même si, bon, sur une collectivité de votre taille, c'est pas toujours le cas. Oui, merci. Tout d'abord, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Hein. Merci à l'AMF et merci à Muriel Fabre pour cette invitation. Donc, juste reprendre effectivement ce que disait Muriel au début et ce que vous repreniez. Je pense qu'on a un certain nombre d'élus locaux, évidemment, à s'interroger sur la question du sens au travail. Et comment on fait qu'effectivement nos agents conservent cette logique de sens, cette logique de contribuer à l'intérêt général. Je le dis tout de même, je vous l'avais dit quand on avait préparé ça, il faut dire aussi les choses. La période d'inflation actuelle est plus difficile aussi pour traiter d'autres manières de faire parce que la question du traitement, la question du niveau salarial au regard de ce qui reste dans la poche redevient importante, même parfois prédominante. Je dis peut-être aussi avant, comme ça permet d'avoir tous les éléments, c'est que je suis aussi sur une intercommunalité où les relations sociales sont pacifiées. Ça permet aussi de mettre en place un certain nombre de choses, peut-être... ça facilite, effectivement. Ouais. Voilà. Non, mais je pense que c'est important de dire que tout n'est pas transposable. Donc effectivement, cette idée tout d'abord des groupes de travail. Juste, je vous en refais un peu l'histoire, elle est assez simple. En 2019, on commande une étude qualité de vie au travail. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe? En fait, en 2017, on a fusionné deux plus petites intercommunalités, un peu plus artisanales, on va dire. Ça devient une communauté d'agglomération. Vous imaginez, il y a des agents qui étaient sous statut associatif, ils rentrent à l'intérieur de la communauté d'agglomération, d'autres arrivent sur des syndicats. Un grand chamboulement. Dans la tête de beaucoup de nos agents, un grand chamboulement. Et puis cette étude qualité de vie au travail, elle met en place des groupes de travail, justement, avec des agents pour qu'ils puissent travailler sur cette qualité de vie au travail. Et ça marche. Les agents y participent, ils s'intéressent, ils ont envie d'aller plus loin, il y a un bon ressenti. Et donc, moi, à l'époque, j'étais vice-président en charge des ressources humaines. Et je deviens président, les collègues me font confiance. Et donc, je me dis, on n'a qu'à reprendre cette idée, mais pour travailler, la première idée, c'était travailler le projet de territoire avec les agents. Donc, on constitue un groupe de travail d'agents sur le projet de territoire. Alors, avec quelques éléments dans ces groupes de travail pour que vous les ayez en tête. 1, les agents, ils sont volontaires. On force personne à les intégrer. 2, on s'est imposé le fait qu'il n'y ait pas de directeur à l'intérieur de ces groupes de travail. En gros, pour permettre une liberté de parole, hein, pour faire simple. 3, on accepte des souplesses dans l'organisation du temps de travail, parce qu'il faut bien, pour les agents qui puissent y aller. Et on donne juste une note cadre de ce vers quoi, en gros, pour cadrer le groupe de travail. Et après, on laisse les agents s'organiser en déterminant deux porte-parole. On a, en fonction des groupes, entre une quinzaine d'inscrits ou une vingtaine d'inscrits. Et donc, la première fois, c'est sur le projet de territoire.
où ils vont travailler pendant 4 mois là-dessus. Et donc, il se trouve qu'en plus, nous, on intègre des éléments de ce qui est remonté de nos agents. Et là, on a reconstitué le groupe de travail pour le bilan à mi-mandat de ce projet de territoire. Alors, comme ça a fonctionné là-dessus, ben, on a continué. On l'a fait sur les questions de communication. On avait un gros problème de communication en interne. Vous savez, la capacité que les uns et les autres se parlent. Hein. Ça, c'est toute une histoire. Donc, bon, ben, on a un certain nombre de propositions qui ont émergé et que nous sommes en train de mettre en place. On l'a fait sur les questions d'action sociale. C'est intéressant, les questions d'action sociale. Je vous dis juste aussi parce que c'est là aussi où on a bien maintenu le fait qu'il pouvait y avoir des propositions d'agents, mais que la décision, ça restait celle des élus. Parce qu'il se trouve qu'il y avait des propositions, notamment de sortir d'un système un peu mutualisé d'action sociale qui, pour nous, nous va bien, et qui, pour les agents, allait bien, mais pour les élus, on voulait conserver cette idée de mutualisation, donc on n'a pas donné, nous n'avons pas donné suite. Voilà, il faut dire aussi les choses, hein, c'est pas parce que... Et en expliquant le choix. Absolument, aussi. Oui, tout à fait. Mais moi, vraiment en l'expliquant, disons. Moi, mon engagement... En tant que président ou éventuellement le vice-président en charge des ressources humaines, c'est d'expliquer effectivement pourquoi, par rapport à ces propositions, et éventuellement, on ne suit pas. Et puis, il faut dire aussi, il y a des choses qui ne marchent pas. Enfin, je dire aussi, voilà, c'est pas tout est idyllique. On a fait quelque chose sur la prévention et la gestion de crise, mais ça n'a pas marché. Les agents, ils n'ont pas accroché. Ils sont pas, enfin, on a lancé une candidature, ils ne sont pas venus, donc on a laissé tomber. Sur la transition écologique, ça a bien fonctionné au début, puis ça s'est beaucoup essoufflé, et donc on va essayer de voir la manière d'y revenir. Et là où ça a très bien fonctionné, et on reprend encore la logique du sens dont parlait Muriel, c'est sur la qualité d'accueil et la relation agent-usager. Surtout en période, je pense qu'on est nombreux, surtout en période post-Covid. On en parlait avec la collègue qui va intervenir juste après, en se disant que ça a été un peu rude, hein, la relation, y compris nous, notre mandat, on peut se le dire, il est un peu rude hein, quand même, et la relation des usagers avec les agents, c'est un peu rude. Donc, on a travaillé sur ça avec eux, et ça, pour le coup, ça fonctionne bien. Ça permettait aussi de parler de cette période qui a été difficile. Il n'y a pas eu beaucoup d'espace pour en parler. Oui, effectivement, juste le fait de permettre qu'à un moment, il y ait un certain nombre d'agents qui se posent et qui puissent échanger et ensuite qui nous rendent compte et nous, on a un échange avec eux, c'est déjà un élément, me semble-t-il, important. Après, je le dis, c'est comme dans toute logique de participation. Il faut savoir prendre des choses qui émanent des groupes de travail parce que ce sont des bonnes choses. Et lorsque on ne veut pas y aller parce que les élus considèrent que c'est une mauvaise chose, il faut savoir l'expliquer, effectivement. Ça fait partie d'une forme d'honnêteté intellectuelle qui est déterminante dans cette démarche-là. En tous les cas, me semble-t-il. Quelques mots sur le deuxième outil de relations sociales. Oui, alors le deuxième outil... L'accord de méthode. Oui, alors je suis sûr que ça va faire rire Muriel et quelques-uns qui sont dans la CET et Philippe là, parce que moi, le modeste élu local qui vient d'Ariège, un accord de méthode, vous m'excuserez, mais moi, je ne savais pas ce que c'était. J'ai découvert ça quand nous avons négocié le fameuse PSC, hein, Philippe, voilà. J'ai appris plein de mots, hein, vous savez, c'est passionnant d'être avec mes collègues. Non, mais c'est vrai en plus que c'est passionnant, on apprend beaucoup de choses. Et donc, j'ai appris la démarche de l'accord de méthode et de dire effectivement, on pose un cadre avec les organisations syndicales et on travaille dans ce cadre. Et donc, avec nos représentants du personnel, nous, dans le cadre du CST, ils sont 4, on a posé ce cadre-là. Mais ça fonctionne extrêmement bien. Et en fait, l'a priori qui consistait à se dire un accord de méthode, c'est pour les grands, enfin c'est pour les gros. Nous, on a 200 agents, c'est pas non plus, voilà, c'est pas énorme, hein. Mais je vous assure que ça permet de poser les termes du débat et d'avoir d'avoir un débat serein dans lequel les bornes sont déterminées. Alors, on l'a fait sur les lignes directrices de gestion, sur la grille de régime indemnitaire, hein, ça c'est un sacré sujet, monsieur le ministre, mais aussi, et je pense que, je ne sais pas si tout le monde est concerné par ça, sur la question des cycles de travail, sur la question du temps au travail.
chez nous, en tous les cas, et je pense que j'ai l'impression que c'est chez beaucoup de collègues, ça devient un sujet très important. Alors, question, c'est pas forcément la semaine de 4 jours, c'est plutôt la question des cycles et de comment on retrouve du temps et comment on a la bonne adéquation entre le temps privé, le temps professionnel, et dans ce temps professionnel, comment on arrive à retrouver des temps qui permettent d'avoir un peu de réflexion et évidemment de continuer d'agir pour le service public. C'est vraiment un élément qui chez nous est important et en plus qui personnellement me tient à cœur de pouvoir travailler sur ce sujet. Merci pour votre témoignage. Et si pas de bêtises, c'est actuellement, vous êtes en train de le mettre depuis peu. Là, ça a commencé il y a 3 mois. D'accord. Patricia Brémond, le micro, c'est vrai qu'on n'est pas très riche en micro. Donc, contexte différent, comme je disais tout à l'heure, expérience d'élu d'une commune rurale de moins de 300 habitants pendant une vingtaine d'années, et maire donc de Marvejols, de votre commune. Voilà, une fois que c'est commencé, après mon lapsus de tout à l'heure, donc près de 5000 habitants. Donc quelques mots là-dessus. Et sur, je pense, même si l'expérience est différente par rapport à vos 2 collègues que vous avez entendus, l'importance effectivement sur ce travail sur le sens. Et juste, parce que vous avez une formulation que je trouvais assez drôle et sympathique, vous disiez pour avoir de bons élus, il faut de bons agents, et l'inverse est vrai aussi. Vous avez 3 heures. Rassurez-vous, je ne vais pas vous tenir 3 heures. Déjà, je voudrais remercier donc Muriel Fabre, l'AMF, pour votre invitation. Saluer Monsieur le Ministre, bien évidemment, que j'ai eu l'occasion de rencontrer en Lozère sur France Service. Effectivement, cette question du sens, cette question de l'engagement, elle se pose un petit peu partout. Et ce qu'on disait tout à l'heure avec Thomas Fromentin, c'est qu'en fait, on assiste aussi à une mutation de la société dans tous les domaines. Il n'y a pas que le domaine du service public, il n'y a pas que la fonction territoriale, il y a aussi la médecine, où les gens effectivement aspirent à avoir un style de vie qui est différent maintenant. C'est vrai aussi chez nous. Et c'est vrai que les années Covid ont fait beaucoup de dégâts, j'ai envie de dire. On est quand même sur une société un petit peu plus individualiste, où chacun regarde son propre intérêt avant de regarder celui pour lequel il s'est engagé. Et donc nous, au niveau des collectivités, on est confrontés effectivement à cette difficulté de recrutement parce qu'on n'a pas toujours les moyens de pouvoir apporter une rémunération suffisante ou en tout cas assez conséquente pour fixer les agents sur le territoire, et on est confronté à la concurrence privée, bien évidemment. Donc c'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Muriel Fabre tout à l'heure, et je partage tout à fait, Monsieur le Ministre, la revalorisation du point d'indice, d'accord, pour pouvoir venir en aide donc du coup sur l'inflation, etc., à nos agents. Mais sur une décision unilatérale verticale, là, ça a posé beaucoup de problèmes, puisqu'effectivement, quand il a fallu la mettre en œuvre, les budgets étaient déjà votés, donc il a fallu débloquer des crédits, et bien souvent, ces crédits ont été pris sur des opérations d'investissement, puisque le fonctionnement déjà énormément contraint par l'inflation que nous aussi, nous subissons dans les collectivités. Donc, de grâce, je sais qu'il y a ce projet de nouvelle loi, etc., mais en concertation avec les collectivités, parce que sinon, demain, nous n'arriverons plus à faire face à ces obligations de rémunération, j'ai envie de dire, tout à fait normales qu'on doit à nos agents, mais qu'il faut anticiper. Donc ça, c'est une première grosse difficulté. Maintenant, on est là ici pour en parler. Encore une fois, merci d'être venu chercher la parole dans les territoires, puisque ça nous permet de vous livrer aussi les difficultés auxquelles on a été confrontés, que vous avez très bien dit, Madame Fabre. Après, encore une fois, sur le sens, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. On a des agents qui sont préoccupés
oui, par le sens de l'intérêt général, là il n'y a pas de souci, mais des agents aussi qui quelquefois s'essoufflent parce qu'ils ne sont pas mis au cœur des sujets, au cœur des réflexions, au cœur des projets. Et je partage tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure. Il y a une vraie nécessité, et c'est pour ça que je dis que pour faire de bons élus, il faut de bons agents, et vice-versa. Mais il y a une vraie nécessité à remettre, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, Madame Fabre, l'humain au cœur des sujets et la participation de nos agents dans les politiques publiques qu'on souhaite mener. Même si vous avez tout à fait raison, la décision finale reviendra aux élus, mais au moins il y a cette concertation, il y a cette implication et il y a le fait que nos agents, du coup, s'approprient ce pourquoi ils vont devoir œuvrer derrière. Et c'est aussi une manière de les reconnaître et je crois qu'il faut vraiment revenir à ces fondamentaux. Merci. Vous êtes également président d'une communauté de communes. Peut-être quelques mots sur la coordination entre la commune et l'interco sur les questions RH, via la mutualisation notamment. Peut-être en 2 mots. En 2 mots, oui, effectivement. Bon, nous, on a eu la possibilité, on a fait le choix de mutualiser des postes, notamment les postes de DGS, de RH et de communication, parce que c'est un confort aussi pour les élus d'avoir un seul et même interlocuteur, mais ça permet aussi d'appliquer une politique qui met tout le monde sur le même piédestal au niveau des agents. Une complexité qui s'est imposée à nous, c'est quand on a un transfert de compétences, où là on transfère les actifs, le passif, mais aussi les agents sur la base du volontariat, où là quelquefois quand ils n'avaient pas le même traitement sur une collectivité, c'est difficile d'arriver à lisser après derrière. Mais ça se fait. Ça se fait si on a suffisamment de concertation, de communication, comme vous disiez tout à l'heure, et qu'encore une fois on humanise les choses. Merci pour votre témoignage. On va prendre quelques questions dans la salle, s'il y en a. Alors, je me tourne. Voilà, Est-ce qu'on a un autre micro pour la salle? Attendez, je viens vers vous. Je vous demande de vous présenter. Oui, Jean-Raymond Horte, j'arrive de Guyane et je suis élu à la mairie de Sinamari, une petite ville de 3000 habitants. Donc, si je retiens bien, je crois que je vais m'adresser à M. Fromontin. Donc, par rapport à ce qu'il a dit, les groupes de travail qu'il a eu à mettre en place, où les directeurs avaient été exclus de ces groupes de travail, est-ce qu'il y a eu, quand même, parallèlement à ça, un temps qui a été aussi réservé aux directeurs de ces agents, parce que lorsqu'on vise à améliorer la qualité de vie des agents, je crois que les directeurs sont aussi concernés par cela. Donc c'était juste pour savoir si ça a été pensé aussi. Merci. Je pense qu'ils ne sont pas exclus ad vitam aeternam. C'était juste pour les groupes. Je vous laisse répondre. Non, mais je remercie le collègue pour cette question, parce que ça permet aussi de dire en tous les cas chez nous comment le DGS et le comité de direction s'organisent. Effectivement, le comité de direction, en l'occurrence vis-à-vis de ces groupes de travail, ça a été le réceptacle des propositions faites par ces groupes de travail. Et donc il y a eu une discussion dans le comité de direction pour que chaque directeur, que ce soit le directeur à l'économie ou que ce soit le directeur à la culture ou le directeur des services techniques, puisse s'exprimer sur l'ensemble de ces groupes de travail et puisse poser sa vision de directeur. Ce qui, après nous, vis-à-vis des élus, ça nous permet d'avoir ce que disent les groupes de travail d'agents, ce que pensent les directeurs et donc d'essayer de fonder le mieux possible la décision. Donc oui, ils font partie pour répondre simplement, ils ne sont pas exclus et ils font partie du dispositif. Merci. D'autres questions? Bonjour, merci beaucoup. Un témoignage plutôt, et vous parlez d'une étude que nous avons menée. Donc, je m'appelle Claire Groslo, je suis présidente d'une association qui s'appelle La Belle Vie, et on accompagne à la transition écologique et sociale, notamment les crèches. Donc, nous travaillons beaucoup avec des collectivités territoriales.
Et donc, je voulais vous parler d'une étude sociologique. En fait, on observe, Façon courte, hein, oui, s'il vous plaît. on observe une baisse des absences en fait des professionnels lorsqu'ils sont engagés dans cette démarche depuis des années, 34% en moyenne. Ça nous questionnait et on a fait mener une étude sociologique avec un sociologue de la petite enfance pour comprendre un peu les tenants aboutissants, les raisons. Et donc, cette étude est disponible en ligne et elle montre que notamment la question du management a beaucoup d'impact, un management plus participatif. Aussi, elle montre la question du sens avec le fait d'être engagé dans un projet de transition écologique qui donne aux professionnels l'impression, le sentiment de faire un travail plus adapté aux besoins du jeune enfant, mais aussi d'être en cohérence avec les besoins de notre société, de transiter, qui réduit l'éco-anxiété parce que quand on agit, on se sent moins inquiet, etc. etc. Donc je vous donne, l'étude est disponible sur notre site, mais aussi, je crois, sur, voilà, je pourrais le donner en ligne, quoi. Notre site, c'est label-vie.org. Voilà. D'accord, merci. J'ai envie de faire réagir peut-être Cédric Axel, parce qu'on dans le récit de son expérience, on n'a pas parlé justement de la baisse de l'absentéisme suite à toute votre démarche. Et ça rejoint un peu ce que vous disiez à l'instant, tout ce travail sur les valeurs. Oui. Alors, je ne sais pas si vous l'avez sûrement quantifié. Alors, mais disons, il était significatif, j'ai cru comprendre. On quantifie, on n'a pas trop le choix de toute façon. Alors, s'agissant de... Parce que ça nous a permis effectivement sur les logiques de management de vraiment resserrer les liens entre les encadrants de la collectivité et les agents, ce qui était un des éléments les plus défaillants, hein, selon l'avis des uns et des autres. Et donc depuis, on s'est rendu compte que, alors, les raisons, elles sont multifactorielles, hein, mais on a un absentéisme qui a été réduit de 2/3, grosso modo, 2/3. Et on pense quand même que globalement, il y a des situations auparavant, si lui va se mettre en arrêt, qu'on ne voit plus parce qu'il y a quand même cette plus grande sensibilité à mieux comprendre globalement quelles sont les différentes contraintes et les difficultés de l'agent en question. Alors qu'avant, on pouvait avoir peut-être des avis un peu... peut-être un petit peu caricaturaux. Merci. Alors peut-être une dernière question avant de démarrer notre deuxième table ronde. Je regarde autour de moi. Monsieur, alors. C'est bien, ça me fait marcher, ça me fait du bien. Merci, bonjour. Xavier Lédé, président du conseil territorial de Saint-Barthélemy aux Antilles. Je reviens sur ce que Madame Fabre disait au début et cette espèce de système double entre les contractuels et les personnes qui font carrière. C'est vrai qu'aujourd'hui, les choses ont évolué et on a de moins en moins de personnes qui sont dans un objectif de carrière. Et typiquement, sur une île comme la mienne, vous avez de gros excellents en termes de budget. Par contre, vous êtes limité en termes de capacité à payer les agents. Et ce qui est extrêmement compliqué, parce que vous avez du mal à faire venir des personnes de l'extérieur. Se former et partir de Saint-Barthélemy pour se former et revenir sur le territoire est également compliqué. Et forcément, quand vous avez des excédents budgétaires et que vous n'êtes pas capable de reverser aux salariés, c'est assez problématique. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Et accessoirement, voilà, ce double fonctionnement est aussi difficile parce que les contractuels peuvent, eux, négocier, ce qui est évidemment difficile à expliquer à leurs collègues. Donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour avancer sur ça et être plus attractif. Merci pour votre témoignage. Une petite réaction, Muriel Fabre? Je ne sais pas si vous avez un micro. Je vous rejoins complètement et effectivement avec aussi une particularité sur les territoires d'outre-mer où le recours au contractuel est effectivement beaucoup plus important encore que sur la France hexagonale parce que vous avez justement en fait une difficulté de recrutement. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on traite en fait la question par aujourd'hui finalement la difficulté que ça engendre, mais qu'on traite la cause. Et vous l'avez très bien dit, la cause aujourd'hui, c'est le défaut d'attractivité. Et c'est aussi simplifier, assouplir, rendre nos conditions statutaires pour nos agents plus adaptées aux enjeux de la fonction publique territoriale et aux enjeux de nos agents. Je pense que c'est effectivement là le travail. Au sein de l'Association des maires de France, on a des discussions assez fortes, mais assez consensuelles aussi sur la question justement du statut, qui parfois peut finalement se retrouver au cœur de débat en disant non, le statut nous empêche, le statut est trop contraignant, nous employeurs territoriaux, on n'arrive pas à faire soit progresser, soit à gérer en fait des situations de crise, mais en fait on est sur de la gestion de nos agents. Le statut aujourd'hui, oui, je l'ai dit d'ailleurs en introduction, il est trop grand,
il est trop large, il est trop complexe. Donc il faut qu'on trouve aujourd'hui des solutions pour travailler cette question statutaire. Et le recours contractuel doit être un moyen complémentaire, mais qui ne doit pas aujourd'hui engendrer la difficulté que nous avons, c'est-à-dire d'avoir deux finalement situations d'agents, des agents statutaires qui progressent bon an mal an, et des agents contractuels, voire même des agents statutaires qui aujourd'hui passent du versant statutaire vers le contractuel parce qu'ils considèrent qu'aujourd'hui la situation contractuelle est plus avantageuse. Ça ne va pas. Parce que je le répète et je le rappelle, le statut n'est pas là pour protéger les agents, il est là pour protéger le service public et c'est bien ça qui nous anime au quotidien.